L'histoire du foot, comme bien d'autres, se construit sur les ruptures et trace sa route en variant les chemins. Du 1-2-7 primitif au 4-4-2 de Saki, de Lobanovski à Bielsa ou à Guardiola, du football segmenté et spécialisé au football total, triomphant par sa fluidité, notre sport s'est sans cesse réinventé. Alors d'où viendra la prochaine inspiration? Quel avenir pour l'organisation? N'a-t-on pas aujourd'hui épuisé les combinaisons? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler un peu tactique. Alors il y a quelques jours à peine, Thiago Motta, qui est l'entraîneur U19 du PSG depuis qu'il a raccroché les crampons cet été, a donné une interview à la Gazzetta dello Sport, un média italien, a donné une interview qui a fait le tour du monde. Interrogé sur ses ambitions, il affirme vouloir un jour diriger l'équipe première du Paris Saint-Germain. Interrogé sur sa vision, il défend un football offensif, basé sur un bloc compact, adepte du pressing, et où le porteur de balle a toujours de multiples solutions devant lui, mais le passage qui a fait réagir, c'est bien celui-ci. Selon Thiago Motta, son équipe évolue en 2-7-2, un schéma où le gardien est comptabilisé comme un milieu de terrain, et alors, comme vous en doutez, il en fallait pas plus pour que la presse footballistique soit en émoi, en tout cas sa frange la plus sensationnaliste. Révolution tactique, schéma trop risqué, tout le monde a bondi sur le sujet. Certains ont imaginé un gardien mi-sentinelle, mi-libéraux, d'autres l'ont positionné aux côtés d'un défenseur central. Évidemment, personne n'est allé chercher soi-même des matchs du PSG U19 pour se faire un avis éclairé. En réalité, une lecture plus consciencieuse aurait sûrement suffi. Thiago Motta précise effectivement dans la même interview que son système est un 2-7-2 si l'on compte de gauche à droite. Parce qu'en réalité, le PSG U19, deuxième en championnat et deuxième de son groupe en Youth League, pratique un 4-3-3 à une pointe basse. Un 4-3-3 classique où figurent 4 joueurs de côté, 2 à gauche, 2 à droite et 7 joueurs dans l'axe si l'on compte le gardien. Le 2-7-2 de Motta, c'est en fait un peu sa réponse provocatrice aux demandes de schémas toujours plus précis et figés. Il argue plutôt que les nombres n'ont aucune vérité, que le plus important c'est l'animation, l'intensité, qu'il milite pour un football total où le gardien participe activement à la relance, rien de plus, rien de moins. Mais même si l'expression 2-7-2 est sans doute un peu galvaudée, l'information n'est pas sans intérêt parce qu'elle nous questionne sur le futur de la tactique. Aujourd'hui, et inspiré en bonne partie par le succès du football total hollandais, l'heure est à la déspécialisation. L'attaquant doit savoir défendre, le défenseur doit savoir attaquer, et le gardien n'est pas resté à la marge de ces évolutions. Manuel Neuer et sa présence tentaculaire, l'araignée noire Lev Yashin bien avant lui, l'étirement de la zone d'influence du dernier rempart n'est pas un sujet nouveau. Mais pour l'instant, on peut dire que le gardien voit plus grand, mais sans jamais vraiment changer sa fonction profonde. Parce que il agrandit son champ d'intervention, mais toujours dans une optique défensive, une optique de couverture, d'anticipation, pour avoir un temps d'avance dans ses sorties par exemple. Alors oui, bien sûr, les gardiens deviennent aussi de meilleurs relanceurs, on peut leur passer la balle avec plus de certitude. Ederson, Ter Stegen notamment sont reconnus pour la très haute qualité de leur jeu au pied, mais il y a quand même un gap significatif avec l'idée de placer en phase de possession ton gardien au niveau de tes défenseurs, à 40 ou à 50 mètres de son but déserté. Et pourtant, ça pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. L'année dernière en Bundesliga, l'entraîneur d'Hambourg Christian Titz a voulu innover, et en phase de possession, son gardien Julian Pollersbeck était chargé de monter haut, très haut, entre ses deux arrières. Son nombre de passes tentées, et a fortiori son placement au moment de ses passes, comparé à d'autres gardiens, mettent en lumière son rôle. Une participation active à la construction pour initier les offensives, mais aussi une manière intelligente de tuer le pressing adverse en ayant toujours un joueur de libre. Parce que pour une équipe qui cherche à presser de manière très agressive, le moment où l'adversaire doit faire une passe en retrait à son gardien, c'est un petit peu un moment où tu gagnes, parce que déjà ça vient concrétiser ton bon pressing, et puis surtout c'est une passe qui va être généralement assez longue, parce que la plupart du temps le gardien adverse est positionné assez bas, proche de son but, donc c'est une passe qui va prendre du temps à arriver, et ça c'est un temps que toi tu peux utiliser pour faire remonter ton bloc encore plus haut. Là, tout change. Avec un gardien haut, les passes en retrait sont beaucoup plus courtes et le pressing est moins simple à déclencher. Parfois, ce pressing laisse même des trous béants, qui bien exploités peuvent s'avérer décisifs. Voilà les amis, on touche à la fin de cette analyse. Alors, si le 2-7-2 de Thiago Motta est pour l'instant en tout cas pas si révolutionnaire que ça, c'était une bonne clé d'entrée pour examiner les innovations tactiques qui sont en route et qui concernent notamment ce fameux poste de gardien.
Ce qu'a fait Hambourg par exemple, c'est assez original et ça pourrait inspirer. Bon, en l'occurrence, ça les a pas empêchés d'être relégués la saison dernière, et puis aussi, parfois, ça peut un peu briser l'allant d'une phase de construction, parce que tu sens que les mecs sont très conscients, voire parfois un peu trop conscients, du risque encouru en cas de perte de balle, et ils ont du mal à se lâcher dans les passes. Mais voilà, on peut considérer que c'est seulement des petits ajustements à trouver. On voit que quand ça marche, ça paye plutôt bien, et puis ça te permet quand même de construire d'emblée en supériorité numérique, ce qui est pas négligeable. Alors on pourrait voir ça de plus en plus dans les années à suivre. Pour conclure, sur une note moins réjouissante, ma dernière vidéo qui s'intéressait au futur du football anglais a été supprimée par l'UEFA. Et ça me rend fou parce que je pense que c'était vraiment une de mes analyses préférées. Voilà, j'ai encore le fichier sur mon ordi, donc je retoucherai ça pour pouvoir le republier un de ces jours sans risquer d'atteinte aux droits d'auteur. Mais voilà, c'est assez décourageant et il fallait que je vous partage ça. Alors si vous voulez m'aider et me donner un peu de soutien, je vous encourage à liker cette vidéo, à lui mettre un pouce bleu. Personne ne sait exactement comment ça fonctionne, mais on dit que plus une vidéo a de likes, mieux elle est référencée par YouTube. Donc en gros, elle aura plus de probabilité d'être proposée à des gens qui sont pas encore abonnés, plus de probabilité d'être vue par des personnes qui connaissent pas mon contenu. Donc, on va dire que pour une chaîne comme la mienne, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc voilà, pas de pression. Je sais que personnellement, je like pas assez les vidéos que je regarde sur YouTube, donc c'est un peu hypocrite de demander ça. Mais si vous le faites de temps en temps chez moi, ça m'aidera beaucoup et je vous en serai très reconnaissant. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que cette analyse vous a plu. Passez une super soirée de Ligue des Champions ce soir et demain soir aussi. Et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous surtout. Bisous.